DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Que faites-vous en 3h05 et 10 secondes? Lui court un marathon sans préparation. Salut Romain van der Pluijm et félicitations. Merci, bonjour. 3h05 et 10 secondes, c'est le temps moyen qui s'écoule entre deux scoops d'Yves Teileman. Salut Yves. Bonjour. 3h05 et 10 secondes, c'est la durée maximum de pluie que Frédéric Bleuze tolère sur une année. Bonjour Frédéric. Bonjour, c'est vraiment pas 3h05, c'est plutôt 3 minutes 5 et félicitations à Romain. Et on a l'impression que l'Union aurait pu jouer 3h05 et 10 secondes avant de marquer un but à Bruges ce dimanche, n'est-ce pas François Garret? Salut François. Exactement, bonjour Jonathan. Et vous le savez tous, dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. 3 points qui sont tombés dans l'escarcelle du Sporting d'Anderlecht. Mais avant de parler d'Anderlecht, on va parler du Standard qui s'estime lésé après l'arbitrage dans ce classique. Est-ce que le Standard a raison de cibler le corps arbitral, Frédéric? Bah oui, quand même. Alors on n'est pas des défenseurs du Standard, mais il faut quand même admettre que sur le match d'hier, il y a au moins 2 phases qui posent question. Il y avait même une 3e phase selon certains supporters, on y reviendra. Mais donc la première phase, a priori la plus évidente, c'était Angulo. En revanche, je vois que c'est Anderlecht. Oui, mais c'est pas grave, c'est Anderlecht. Ah, c'est pas grave. D'accord, on continue alors. C'est un classique, Petite coulisse de l'émission. La première phase, la plus évidente, c'est Angulo qui doit prendre une carte rouge. On le rappelle, semelle sur Marco Ilahama Aritra. Voilà. Et malgré l'intervention du VAR, et là c'est un peu étonnant que le VAR ne demande pas à sanctionner plus sévèrement. La deuxième phase qui est plus discutable, moi je trouve que la faute est sévère, mais avant d'arriver sur la deuxième phase, on va entendre tout le monde quand même sur cette première phase. Yves, absolument carte rouge, et c'est vraiment étonnant parce que le VAR a examiné la phase, mais ça n'a pas duré très longtemps, ce qui est quand même très bizarre. Donc là, même en tant que suiveur d'Anderlecht, je dis rouge. François. Pareil, je dis rouge. Alors ce que j'ai trouvé marrant, c'est Angulo qui dit c'est ma première. peu importe, et on le voit directement. En fait, en direct, on ne voit pas nécessairement la faute, mais quand on voit le ralenti, pour moi c'est rouge direct. Romain. Sur la phase, je dis non, et puis après, je vois le ralenti, je fais oula, rouge direct. Mais petite question, messieurs, est-ce que l'arbitre a vu cette semelle sur le coup? Parce qu'on n'en a pas forcément l'impression. Nous, devant la télé, on l'a pas vu. On a plus l'impression que c'est le VAR qui lui a murmuré à l'oreille. Viens voir cette petite phase-là. Oui, mais si le VAR qui lui dit, c'est quand même obvious. Si nous, de la télévision, on arrive à le voir. Là, je me fais l'avocat du diable en me disant peut-être qu'il y a une question d'ego et qu'il n'a pas voulu se déjuger. Alors, c'est un problème. Ça, c'est un problème, alors. Si c'est ça la raison, c'est un peu problématique. Parce que si c'est une question, il doit mettre son ego de côté, si c'est le cas. Et voilà, ici on est 4 autour de la table à dire que c'est rouge. Donc, c'est quand même au VAR de dire à l'arbitre va voir l'écran. Et je pense que là, c'est tellement clair qu'il n'a même pas besoin de le faire, selon moi. Ça. Selon moi, il peut dire non, c'est rouge, semelle, il met en danger l'intégrité du joueur, il aurait pu lui faire très mal. Tu dois même pas venir voir, viens, donne-lui la rouge directement. Donc on est tous d'accord, il y avait un rouge sur Marco Ilahama Aritra pour Nilson Angulo, qui a été complètement à l'envers d'ailleurs toute la rencontre, c'est un autre débat. La deuxième phase, Frédéric. La deuxième phase qui, elle, est un peu plus discutable, et je pense que le débat sera un peu plus animé ici. Donc c'est la faute de Lorenz sur Kosemans, qui annule donc le but de Karamoko. Personnellement, je trouve, alors ok, c'est la règle, on ne peut pas toucher un gardien. Je pense que Kosemans joue un peu avec cette règle, et il en joue très bien d'ailleurs. Et je trouve quand même que c'est fort léger. Et là, je vais reprendre les propos de Thomas Henry, qui regrettait alors le manque de constance dans les décisions, parce que si on siffle cette faute contre Lorenz, mais pourquoi ne siffle-t-on pas les autres? Et il doit y en avoir depuis les 10 premières journées du championnat. Donc c'est le problème. On peut siffler 15 pénaltys par match alors. Ah bah alors sifflons, sifflons 15 pénaltys par match. Mais ayons au minimum alors un minimum de constance dans les décisions. Là, il y a un côté un peu... Ouais, là, on va le siffler, là, on va pas le siffler. Le seul souci de Lorenz, et ça, je veux bien l'admettre, c'est qu'il se désintéresse du ballon. Il fait pas ça de manière intelligente. Et qui se déplace. Est-ce que tu penses pas que c'est ça? Parce que si le gars, il fait un bloc et poursuivre quand même tous les matchs d'Arsenal, parce qu'on a pris beaucoup cet exemple-là. William Saliba. Voilà, ils utilisent très fort des systèmes de bloc, etc. Mais ici, en fait, Lorenz accompagne tout le mouvement et on voit vraiment qu'il ne regarde que Kosemans et qu'il bouge pour se mettre devant lui. Et donc, pour moi, c'est faute de par ce mouvement. Mais Kosemans
tient autant Lorentz que Lorentz ne le tient au départ de l'action. Donc, alors je veux bien que le gardien peut jouer avec ses mains, Oui, mais le fameux je te tiens, tu me tiens. Oui, Donc tout le monde Frédéric, se tient dans le rectangle, paraît-il. Frédéric, il y a donc but le monde se pour toi, Romain. Moi, il y a faute sur Kozeman, selon moi, de par ce déplacement. Yves, Moi, on m'a toujours dit tout contact avec le gardien, il faut le siffler. Mais ça c'est la théorie. voilà, c'est la théorie. Donc moi, je suis plus tenté de suivre Fred sur cette phase-là. François. Et moi, je suis Romain parce que pour moi, il y a. C'est la pour moi, première il y a fois du clairement podcast, je faute. pense. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on parle pas d'Anderlecht. Et pour moi, le gros problème, c'est quand justement ces fautes ne sont pas sifflées. En fait, elles devraient tout le temps être sifflées. Et je pense qu'Anderlecht aurait beaucoup plus pu râler si ça avait été but que le Standard ici qui râle parce que c'est pas but. Alors. Certains disent oui, mais dans d'autres championnats, on ne siffle pas. Oui, mais on est en Pro League. Et en Pro League, voilà, on siffle ce genre de faute. Parce qu'au moment même, il n'y avait personne qui bronchait. Hein. Parce qu'on pensait que c'était une Je faute pensais même que c'était une de faute Karamoko. Voilà, de Karamoko qui s'appuie sur Cana. Moi, je pensais que c'était ça la faute qu'on sifflait. Yves m'a Mais très ça, c'est justement dit. un bon baromètre quand même de voir la réaction des principaux acteurs, des principaux concernés et personne n'a rué dans les brancards. Ouais, sauf Kozeman. Kozeman s'est vite énervé. Oui. Ça, lui qui était vraiment l'acteur principal, il a vite été se plaindre auprès de l'arbitre. Ça a commencé à gueuler d'Eric Nielsen après. Ouais. Donc, Par contre, là où on peut se poser des questions, c'est que Kozeman ne se fait pas non plus totalement respecter Voilà. dans son petit rectangle. Pour moi, il y a faute, mais il doit plus se faire respecter. Oui. Il doit limite, voilà. Sauf s'il sait que cette faute va être sifflée pour lui. Oui, mais ça Et reste, donc, il en ça joue. reste un jeu dangereux. ouais. Ah oui, mais ça c'est comme jouer au casino. Et d'autant plus- on joue, on gagne. Et d'autant plus qu'il y a quand même des conséquences derrière pour Karamoko qui est sorti de son match. Qui est sorti de son match, qui est sorti tout court, et son entraîneur était assez fâché. Il avait déjà été averti lors du match contre Bruges en fin de rencontre, et ils lui ont dit pendant la semaine attention à la gestion des émotions. Il prend une carte jaune en cours de match, l'entraîneur lui dit fais attention, et puis malgré tout, La première jaune, c'est encore parce qu'il est sous le coup de qu'il est sous l'émotion, le parce coup qu'il de- conteste encore. Donc il y a cette décision manifestement arbitrale. une gestion des émotions avec lui qui doit être et Vincent Evrard est autant fâché par sa sortie sur le moment pour finir la rencontre, parce que il espère toujours que son équipe va égaliser, mais il est aussi fâché parce qu'il sait que c'est à nouveau un casse-tête en prévision du match contre l'Antwerp dans 15 jours, puisque Dan Dirks est blessé, Josué Omaou revient de commotion, David Bates est porté disparu, et donc si lui n'est pas là... David Bates, un Écossais qui vient de Malines. Ah, c'est lui. Et donc si lui est suspendu, en sachant qu'il dépannait déjà, et très bien, il ne reste plus que Ib Otekit, et donc a priori Omaou. Juste parenthèse par rapport à notre ami Karamoko qui a fait un très bon match. Oui. D'ailleurs, On avant n'a pas son- vu Vasquez. C'est aussi simple que ça. Bon, après, reviendra Christophe après. Franken n'est pas là, donc on peut le défendre un petit peu. Mais oui, on n'a pas vu Vasquez parce que c'est Karamoko fait un très bon match. Mais il y a aussi les mots qui ont été prononcés, pas besoin d'être expert en lecture labiale pour voir qu'il s'en est pris à la maman de l'arbitre en Oui. remettant en cause ses vertus. C'est très bien dit. C'est quand même compliqué aussi d'imaginer qu'il va manquer qu'un match. Ça, je ne sais pas. Ça doit quand même être puni. On le voit tous, on l'a tous vu, et je voulais aborder ça aussi. On le voit très bien qu'il insulte la maman Ouais. de l'arbitre. Moi, je trouve que ça doit rentrer dans la grille de lecture de toutes les instances qui vont le. Il faudra voir si le parquet va se saisir de l'affaire, puisque ici c'est une double jaune. Donc a priori, Est-ce qu'on peut se saisir de l'affaire le parquet après peut une saisir de. après une double jaune? Ah non, dans l'absolu, le parquet peut se saisir, comme il le fait par exemple pour des entraîneurs qui se plaignent de l'arbitrage. Le parquet peut se saisir d'un dossier pour dire voilà, ça ne se fait pas. Soit c'est une amende, soit c'est une suspension avec sursis, parce que ça va aller jusqu'à une suspension Non, mais qu'il y ait quelque chose au-delà au moins. d'un match. Chose au moins, parce que tu peux pas laisser passer ça. Ça a été clair et tout le monde l'a vu. Tu dois pas laisser passer ça. Ah oui, Sur mais un le football, parquet t'es va un peut-être- exemple aussi pour les gens. Non, t'es pas un exemple, mais en tout cas, tu peux pas avoir ce genre de comportement par Non, rapport à il des peut gamins pas- qui il- te regardent et par rapport aux. Il ne peut pas avoir ce genre de comportement, on est bien d'accord. On verra si le parquet va s'en occuper. Mais je pense que le parquet va... Oui, je ne suis pas certain que le suspendre plus qu'un match sera nécessaire. En tout cas, Et juste, je me permets juste un troisième point, puisqu'il y a une troisième phase litigieuse. allez-y, Frédéric. Augustinson, qui avait pris une première jaune, quelques minutes après, empêche une contre-attaque du Standard. Il y a une faute qui est sifflée et on ne lui donne pas une deuxième jaune. Là aussi, il y a une frustration des Liégeois, pour être complet. Là, je me suis dit, si ce match avait eu lieu à Sclessin, Il prenait la jaune. Voilà, je crois bien. En tout cas, il sera dans le collimateur des arbitres, hein, notre ami Karamoko. Et on a parlé du Standard. On arrive maintenant à Anderlecht.
avec un homme qui a fait basculer ce Classico, Yves, c'est Cvetkovic, buteur sur sa première touche de balle, c'est quand même pas mal. Est-ce que justement, il peut devenir à plus ou moins court terme l'avant-centre d'Anderlecht, surtout quand on voit les difficultés du meilleur ami de Christophe Ranken, Victor Vasquez? Je sais, mais surtout, ne planons pas encore parce qu'il est encore très jeune. En Futures, il a fait un ou deux bons matchs, mais il n'a pas non plus été éblouissant. Donc, gardons les pieds sur terre. Je crois que Beznikazi est le premier à l'avoir dit hier. Peut-être qu'il sera titulaire dans le match à Saint-Tron, mais je crois qu'il faut pas attendre des miracles de sa part. Ce n'est pas du tout un Mitrovic qui il est arrivé, il avait presque 19 ans, c'était déjà une armoire à glace. Donc lui ici, il sera entièrement prêt, je crois, à sa 20 ou 22 ans. Donc je crois qu'il faut pas attendre de lui qui sera titulaire dans la moitié des prochains matchs. Petite erreur de ma part, Luis Vasquez, c'est non pas Victor Vasquez, c'est l'ancien Brugeois formé à la Masia. Romain, comme quoi ça aide d'aller jouer en futur. Faudrait peut-être envoyer un message à un certain Cédric Attenborough. Je ne dois pas le faire parce que je pense que Beznikazi a très bien fait en conférence de presse. Donc, sans citer son nom. Mais belle petite pique à Attenborough qui est revenu en futur ce week-end. Mais oui, Cvetkovic, je suis agréablement surpris parce que des échos qu'on avait, et j'étais là, son premier match amical, j'ai oublié le nom de... Lowe, très bien vu, j'allais dire, un petit village à la frontière française côté flamand. C'était catastrophique, vraiment on voyait pas ce qu'il faisait, il comprenait pas les lignes de course, etc. Mais il venait de débarquer aussi, il n'y avait pas eu de prépa quasi, et des échos que j'avais, c'était qu'il avait des qualités mais qu'il était loin d'être prêt. Et maintenant quand j'entends Aziz dire il est prêt à commencer un match, je me dis que il a fort grandi, il s'est bien habitué au groupe et au style de jeu. Par contre, est-ce qu'il peut jouer seul en pointe à Anderlecht pour le moment? Moi je suis pas 100% convaincu. Il a une grande qualité, c'est que c'est un tueur dans le rectangle, c'est vraiment, il a un sens du but, et ça il l'a prouvé ici. Ça, quand on voit comment il déclenche sa course alors que les défenseurs du Standard sont pas du tout concentrés sur le rebond après l'arrêt des polos. Là tu vois qu'il a quelque chose, mais il n'a pas le physique pour gérer un grand défenseur. Si Karamoko est à fond dans son match, je pense qu'il peut le faire sortir de son match de par l'impact physique en fait. Et donc ça me fait penser qu'il aura besoin de quelqu'un à ses côtés pour pouvoir combiner et jouer de manière plus logique pour son profil. 18 ans, 1m75, c'est vrai qu'il est encore un petit peu tendre, hein, Fred. Oui, voilà, je rejoins Yves, il ne faut pas s'enflammer après, même pas un match, après un peu plus de 30 minutes. Il a marqué, c'est très bien pour lui, il faudra voir avec le temps. Maintenant, la question, c'est de savoir, Bertaccini va revenir. Est-ce que, mais là je m'adresse à vous deux, est-ce qu'un duo Bertaccini et Cvetkovic est envisageable, ou c'est pas du tout possible parce que profil similaire ou opposé Moi je dirais non. Par exemple, si Anderlecht joue avec le long ballon, qui des deux va garder le ballon? Je ne vois pas. Mais est-ce qu'Anderlecht doit jouer avec des longs ballons? Non, ça c'est un autre débat. Mais il y en a quand même assez bien qui sont balancés. Donc, je crois que il faudrait un Vasquez et un des deux. Ça oui. Mais bon, on sait tous que Vasquez n'a pas le niveau pour Anderlecht. Donc, je crois que le problème en attaque n'est pas encore résolu. Mais justement, Yves, par rapport à ça, est-ce qu'il ne faudrait pas entourer Vasquez avec un deuxième attaquant pour essayer aussi un petit peu autre chose, parce que de toute façon Anderlecht n'a pas d'autres joueurs à disposition. Mais ça veut dire que tu affaiblis l'entrejeu, alors que déjà là il n'y a pas énormément de créativité. Est-ce qu'à terme ce serait pas le mieux de jouer avec un Struikens en faux neuf ou un Torgan Hazard en faux neuf? Je crois qu'au second tour, Beznikazi devra tenter des trucs pareils. Il y aura peut-être le mercato de janvier qui passera par là aussi. François, ton regard sur Cvetkovic? C'est fou parce qu'il y a 2 semaines, on avait une grande question ici, c'était est-ce que Vasquez a la carrure pour remplacer Dolberg? Et ici, 2 semaines après, en fait, on se dit est-ce que Cvetkovic est prêt pour être l'avant-centre d'Anderlecht? Donc déjà, voilà, Vasquez, il y a eu une action de Vasquez où il marche sur le ballon, où on se dit vraiment, là, c'est vraiment un joueur totalement en manque de confiance. Christophe Ranken s'est réincarné en François Garrick. Non, mais c'est des faits. Voilà, on voit vraiment qu'il n'est pas en confiance. Après, le deuxième point sur Cvetkovic. Moi, je ne le connais pas vraiment, je n'ai pas vu les matchs en Futures, mais il m'a l'air d'avoir quand même une bonne mentalité. Il arrive pour 3,2 millions d'euros. Il avait joué des matchs de Conference League. Il avait été sélectionné avec l'équipe de Serbie. Il était encensé dans son pays. Donc, il aurait pu prendre la grosse tête. Et malgré ça, il est quand même décisif avec les Futures. Je pense que c'est 3 buts et 1 assist en 4 matchs. Ici, il rentre dans des conditions pas faciles parce que c'est un classico. Il marque directement.
Donc je pense que, et en plus j'ai bien aimé aussi quand il est allé fêter avec les supporters, on voit vraiment qu'il a peut-être, c'est vraiment, je vais pas utiliser le mot ADN, mais voilà ce côté un peu mauve qui manque peut-être. Tu sais ce qui l'a aidé à garder les pieds sur terre, c'est qu'il arrive de Kukariki. Ouais. Vous connaissez, vous savez mettre ça sur une carte? Non, personne ne sait, c'est un tout petit club en fait, Kukariki. Et donc il n'arrive pas en tant que star de l'Étoile Rouge ou d'un autre grand club serbe. Et donc je pense que ça aide aussi pour qu'ils prennent le temps, il l'a dit dans ton interview que tu as faite avec lui après en Mix, il a l'air d'être très patient, etc. Et de ce qu'on nous dit, ouais, grosse mentalité, quoi, vraiment typique le Serbe qui je crois même qu'il a une meilleure mentalité que nos 3 autres Serbes qui ont... que Mitro, que Jestro, que Jova. Je crois que lui, c'est vraiment un bosseur. Il a fait un sprint défensif là, où tout le stade s'est levé. Hélas, mais ça, c'est le nouvel Anderlecht. Je crois que niveau mentalité, c'est vraiment un exemple, ce gars. Mais Romain, tu le disais, il arrive d'un petit club, mais c'est quand même un gros investissement à l'échelle d'Anderlecht. C'est la 3e recrue la plus onéreuse de l'été. C'est normal parce que c'était vraiment un gros prospect en Serbie. International, il a été sélectionné, je ne sais plus s'il a joué, s'il est monté au jeu, mais en tout cas il a été pris dans le groupe serbe alors qu'il jouait dans son petit club encore, et qu'il y a encore des gars comme Mitrovic notamment. Et beaucoup d'autres clubs étaient dessus. On parlait de l'Atalanta, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque. Il y avait quelques gros clubs, je veux dire des subtoppers européens qui étaient dessus. Beaucoup de clubs allemands, apparemment. Voilà. Ouais. Et donc, c'est la preuve qu'il fallait payer. Et je pense qu'Anderlecht, via Olivier Renard, a su amener un vrai projet pour le gamin et savoir le prendre. Un investissement à suivre. Messieurs, quand même, revenir un petit peu sur le match de Vasquez qui a été mangé par Karamoko. Yves, il y a eu une gestion quand même intelligente de la part de Besnikazi parce qu'il ne le sort pas tout seul, il y en a 2 autres qui sortent parce que sinon on peut quand même craindre qu'il se prenne une bordée de sifflets monumentales. Ouais, on lui a demandé pourquoi il les a pas sortis à la mi-temps. Il a dit qu'il voulait encore attendre un tout petit peu, mais c'est vrai que là, je ne sais pas si vraiment le stade se serait retourné contre Vasquez, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont pitié de lui. Et on peut lui faire tous les reproches. Mais il travaille. Ça, il est maladroit, mais c'est la base. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait à l'époque. Donc, c'est trop court pour Anderlecht, c'est clair. Hein, mais honnêtement, j'ai du mal à lui donner des 3 chaque semaine parce que tellement le gars, il est de bonne volonté. Mais hélas, il faut. Frédéric, je te sens inspiré sur... Mais non, c'était simplement pour dire que, étant au stade avec notre cher Yves, j'ai pas eu l'impression non plus que le stade, même s'il avait été remplacé seul, l'aurait sifflé, parce que je pense que les gens ont une certaine compassion pour lui. Ils voient qu'il fait des efforts. Enfin, je veux dire, on en est là, quoi. On en est là, les gars. Attendez, on parle d'Anderlecht quand même. On n'est pas en train de parler d'un club de P3. Hein. Oh, mais on est bien d'accord. Et en plus, c'est quoi? Il paye ses tournées au bar, donc on va le garder. Manquerait plus qu'il borde. Mais sincèrement, enfin, je peux me tromper, mais je pense pas que le public l'aurait sifflé. Je pense que le public voit qu'il n'est pas bon et se dit, bon, on va pas en plus l'enfoncer en le sifflant parce qu'il sait qu'il n'est pas bon. Donc voilà. Et bon, c'est pas de sa faute si Anderlecht a payé 5 millions. C'est pas de sa faute, il n'est pas bon. Et qu'Anderlecht l'a transféré, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il devait dire, le gars? Non, je suis pas assez bon, je ne viens pas. Ben oui. Non, on est d'accord là-dessus. Il y en a un que Anderlecht aurait pu transférer, mais dans l'autre sens, c'est faire partir Jari Verskaren, qui finalement est resté. Ça a été un des sujets quand même, un des dernières semaines. Besnikazi s'est exprimé en conférence de presse. Yves, là, sur ce classico, Verskaren a fait la différence quand il était. Oui, il est bien monté. Il est venu dans la zone mixte aussi avec Svetkovic, et il n'avait pas trop envie de s'étendre sur le sujet pourquoi est-ce que je joue si peu, mais il a quand même dit qu'il trouvait qu'il méritait d'avoir plus de temps de jeu. Et quand je lui ai demandé est-ce que ta situation contractuelle y est pour quelque chose, là il n'a pas voulu répondre, mais j'ai vu à son petit sourire que la réponse est bel et bien oui. Fin de contrat en juin, hein, si je ne dis pas. Exactement. Et lui, a priori, il n'y aura pas de prolongation. Ils essayent de prolonger Marius Truyckens, mais lui, ce sera, à mon avis, bye gratuitement. Voilà pour ce large double chapitre sur Anderlecht et le Standard. On s'attaque maintenant à l'Union. Un sommito, comme l'a rebaptisé Stéphane Le Caillon. Rendons à César ce qui appartient à Stéphane. Pourquoi, François, l'Union est soudainement inoffensif? Parce que c'est vrai qu'on a vu très très peu de choses sur le front de l'attaque sur la pelouse de Jan Bredel. Ouais, déjà ça faisait longtemps que l'Union n'avait pas enchaîné 2 matchs sans encaisser. Il faut remonter à février 2025. Depuis lors, il y a eu 26 matchs de l'Union.
Et sur ces 26 matchs, seulement 2. L'Union a fini seulement 2 matchs sans marquer. Donc ici, c'est vraiment un peu extraordinaire. C'est quand même Newcastle et le club de Bruges. Alors pourquoi est-ce que l'Union est inoffensive ? Ça avait été déjà le cas sur le match de championnat avant Newcastle. Oui, c'est clair. Et il y avait eu des buts quand même qui étaient tombés malgré ça. Mais l'Union reste la meilleure attaque de Belgique, 19 goals. Quand on regarde un peu qui ont marqué ces 19 goals, il y a 3 joueurs qui en ont mis 4. Raoul, Rodriguez, David. Et puis il y en a 7 qui en ont mis 1. Et le problème, c'est que les 3 joueurs qui en ont mis 4 sont en manque de confiance. Raoul, ça a été vraiment flagrant contre Bruges. David, ça fait plusieurs semaines. Et Rodriguez, ça reste Rodriguez. Il travaille beaucoup, mais voilà, face au but, il n'est pas des plus efficaces. Pour le moment, c'est ça le problème. Et alors aussi, le second problème, c'est que les attaquants ne sont pas non plus aidés par les joueurs créatifs que peuvent être Aitelach, que peuvent être Niang, Kalaili. Niang, par exemple, vraiment, ça fait plusieurs semaines qu'il est dans le dur, qu'il ne fait plus la différence avec sa vitesse et ses dribbles. Kalaili, pareil, il défend beaucoup plus qu'il n'attaque. Aitelach, on ne le voit pas assez faire cette petite passe, celle qui fait vraiment mal. Donc voilà. De manière générale, c'est un peu ça le problème, et c'est un peu un paradoxe parce que l'Union reste la meilleure attaque, mais ses attaquants ne marquent plus. Et le gros problème ici pendant la trêve internationale, donc Pocognoli a 6 attaquants, Foussaini est blessé et les 5 autres vont partir en équipe nationale. Donc il n'y en aura aucun pour cette trêve. Et donc, pas tout près en plus. Et pas tout près. Rodriguez, par exemple, qui va en Équateur et qui est à moitié blessé. Et Pocognoli a clairement fait comprendre après le match contre Bruges que... S'il a besoin d'un certificat médical, il peut demander à Mika Götze comment faire. oui, c'est vrai qu'il ne sera pas là avec les U21 belges. Mais donc voilà, malheureusement, Rodriguez va y aller. Et ça plaît pas trop à Pocognoli. C'est vrai, messieurs, que c'est paradoxal, mais ça dit aussi beaucoup de choses du degré d'exigence maintenant qu'on a avec l'Union, qui a perdu pour la première fois en 19 rencontres de championnat. Offensivement, c'était très compliqué hier. On a senti qu'ils tiraient la langue. Les 4 attaquants qui se sont succédés, mais aussi toute l'équipe. Ouais. Mais est-ce que spécifiquement sur le match de Bruges, est-ce que c'est pas aussi le dispositif de Bruges qui a gêné l'Union, avec Vermaat qui jouait dans un rôle un peu différent, et là, forcément, c'est toute une logique collective qui est différente pour amener le ballon en attaque pour l'Union. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a gêné ? C'est ce que Pocognoli a expliqué après le match, et que tactiquement, voilà, ils ont dû un peu s'adapter à ce que Bruges faisait. Et alors, qu'est-ce que Bruges laissait ? C'était certains espaces pour permettre à l'Union de partir dans des transitions offensives. Et en fait, c'est là que le bas blesse, c'est que à ce moment-là, il manque de la vitesse pour se retourner, il manque la bonne passe, il manque la bonne course pour aller chercher le bon ballon, il manque la qualité technique qui était présente, par exemple, en play-off la saison dernière. Et voilà, ces petites choses qui permettent ensuite d'être dans le box et d'aller tuer. Parce que clairement, même contre une équipe comme Bruges dimanche, qui n'était pas non plus imprenable, l'Union doit faire mieux et doit créer en tout cas beaucoup plus face à un Bruges comme ça. Pour prendre l'exemple de Promise David, il parvenait vraiment pas à garder un ballon. Il était lent, non seulement dans ses courses, mais aussi dans sa vitesse d'exécution. C'était vraiment très inquiétant. Je profite qu'il parle de ça parce que c'est une interrogation que j'ai vraiment sur le niveau de Promise David depuis le début de la saison. Ok, il a été un peu épargné au début, etc. Je peux comprendre les circonstances, tout ça. Mais t'as l'impression que c'est un mec qui va revenir à son vrai niveau. Allez, c'est un top attaquant, c'est un des meilleurs du championnat, mais pas à l'heure actuelle. Mais la grande chance qu'il avait la saison dernière, c'est qu'il avait Franjo Ivanovic à côté de lui. Et en fait, Franjo Ivanovic faisait un travail monstre, arrivait parfois à aller chercher le ballon au milieu du terrain, à se retourner, à dribbler 3 personnes en gardant le ballon, en étant ultra physique, et puis à donner le bon ballon à David qui, en confiance, arrivait à être efficace face au but adverse. Maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est Kevin Rodriguez qui, techniquement, est assez limité. Raoul qui est en manque de confiance totale. Giger qui est encore trop jeune et qui n'a pas les épaules pour faire ce genre de travail. Donc c'est aussi ça, c'est que David n'a pas à côté de lui un joueur qui est capable de lui permettre d'être vraiment bon. Après, il y a le côté athlétique aussi pour David. Il a repris beaucoup plus tard que les autres. Vu la grande carcasse que c'est, il a besoin d'être à 100% physiquement. On est quand même en octobre déjà maintenant. Donc oui, mais il n'a pas fait de vraie préparation finalement. Et il y a aussi le côté mental, je trouve, qui est important. On en discutait en préparant l'émission avec François. Il ne faut quand même pas oublier que c'était quelqu'un qui joue en Estonie encore là. Il est devenu champion de Belgique en étant le meilleur attaquant des playoffs et en étant international pour le pays qui va organiser la Coupe du Monde. Donc ça fait tout le fait que je suis étonné de ce que je vois actuellement, parce que pour moi c'est l'attaquant typique
d'un 4-3-3 où tu peux le mettre seul en pointe tellement il sait se débrouiller. On l'a dit 15 fois, il a des côtés Lukaku, presque quand il prend le ballon, quand il se retourne comme ça, il me fait penser au jeune Lukaku. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu de son rendement actuel, parce que on connaît ses vraies qualités en fait. Je crois quand même qu'il n'aura jamais le niveau d'un Boniface par exemple. Non, clairement. Boniface c'était plus fin que lui. Ouais, clairement. Frédéric, le mot de la fin? On est exigeant. Bonjour, bienvenue dans le décrassage. On est exigeant avec l'Union, et donc ça veut dire que l'Union compte. Alors il est champion, mais il compte dans le foot belge, et ça ennuie certains. Mais on devient exigeant avec eux parce qu'ils ont porté et mis la barre assez haut, et ça c'est quand même pas mal pour ce club-là. Ouais. Quand j'ai vu la joie des Brugeois après le but, on se serait cru un Bruges-Anderlecht d'il y a 20 ans. Et oui, messieurs, l'Union est leader au tiers du championnat. Le championnat qui rentre en sommeil, trêve internationale qui nous attend avec la Macédoine du Nord et le Pays de Galles. On en reviendra dans le prochain épisode du Décrassage dans le DH Football Club. À bientôt, salut. DH Football Club. Le décrassage.